Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission télédiffusée préférée de l'éco-vaporiste. Mais tout d'abord, les actualités. Bonjour juge. L'enquête piétine toujours. Il n'y a aucune nouvelle concernant le vol de la machine temporelle. Nous apprenons à l'instant que le haut-commissaire divisionnaire de Seine-Saint-Denis a retiré l'affaire aux inspecteurs de Paris. L'enquête a été confiée à un détective privé, le seigneur Pedro de la Vega, un ancien membre des Brigades du Tigre. Bonjour. Une affaire bien mystérieuse effectivement, et qui semble liée à nos étranges visiteurs. Souvenez-vous, peu de temps après le vol de la machine, d'étranges phénomènes aériens ont été détectés tout à travers le globe. Les astrophysiciens ont alors parlé d'objets volants non identifiés. L'anecdote peut faire sourire, bien sûr, mais le pire est arrivé. En tout cas, nous mettons déjà tout en œuvre pour retrouver la machine très rapidement. Et pourriez-vous partager avec nous quelques détails? Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai plus d'amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Merci, détective de la Vega. Je suis avec le colonel Octopus, en charge des opérations militaires. Anne ? Anne ? Anne, je ne vous entends plus. Bon, eh bien, en attendant, je vous propose de continuer notre émission spéciale sur les récits du merveilleux scientifique avec notre invité, le docteur Fleur Hopkins. Les récits du merveilleux scientifique reposent souvent sur les délires et les dérives de la science, comme l'explique Jean-Luc Boutel dans son livre. Quelles ont été les autres thématiques principales abordées par les auteurs ? Alors vous faites bien de parler de Jean-Luc Boutel parce que pour vous donner une petite anecdote, Jean-Luc Boutel qui est un ami que j'aime beaucoup, c'est grâce à lui que j'ai fait mes travaux sur le merveilleux scientifique. Je ne me lasserai jamais de le rappeler. J'ai découvert par hasard le Maurice Renard et l'expression merveilleux scientifique en allant sur son formidable blog que vous connaissez peut-être, Les Chasseurs de Chimères, formidablement illustré. Jean-Luc Boutel, c'est aussi celui qui a créé le Club des Aventuriers, un club auquel j'invite tout le monde à faire partie, parce que c'est une somme érudite sans pareil. Effectivement, Jean-Luc Boutel connaît bien le corpus merveilleux scientifique et il connaît aussi plus largement l'imaginaire ancien, ce que Joseph Alterac et Guy Coste appellent la conjecture romanesque rationnelle francophone. C'est une expression qu'ils empruntent à Pierre Versin, le fameux Pierre Versin qui dans les années 70 a sorti son encyclopédie, sa somme absolue, qui sera ensuite continuée et perpétuée notamment par les deux érudits que je citais un petit peu plus tôt, Joseph Alterac et Guy Coste dans Rétrofiction. Un travail absolument fou, puisqu'il s'agit de compiler tout ce qui touche à l'imaginaire scientifique, on pourrait dire, ou plutôt à la littérature d'imagination scientifique, si on veut emprunter l'expression de Jean-Jacques Briden, une autre figure qui a été très importante pour la redécouverte de l'imaginaire scientifique français. Dans les années 50, il a consacré une thèse à cette question, et pour les années 50, c'est quand même très nouveau de s'intéresser de manière universitaire, j'entends, à ces questions. Et effectivement, Jean-Luc Boutel a tout à fait raison de souligner ce qu'on pourrait appeler un ersatz de savant fou, puisque déjà dans un premier temps, il va y avoir quantité de récits dans lesquels on va avoir un savant extrêmement mal attentionné. Alors j'ai à côté de moi notamment, je vous laisse jeter un œil dès à présent, L'Homme truqué de Maurice Renard. Alors c'est ce récit qui date de 1921 dans Je sais tout, 1923, ici illustré par Louis Bailly. Dans la collection, je dois tout de même le dire, Idéal Bibliothèque, Pierre Lafitte, qui sera un acteur très important pour les différents romans merveilleux scientifiques, puisqu'il est directeur de Je sais tout, et Je sais tout est un magazine encyclopédique dans lequel on aura plein de petits récits merveilleux scientifiques et plus largement d'imagination scientifique. Et effectivement, dans ce récit, alors, ce récit a été écrit après la Première Guerre mondiale, donc évidemment, l'imaginaire du Boche dangereux a laissé ses traces, et il y a un savant qui s'appelle Prosope, et qui a décidé de rendre la vue au pauvre Jean Lebris que vous voyez en couverture. Alors vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un savant extrêmement zélé et bien attentionné qui s'inspire de recherches réelles qui ont été menées notamment en 1916, les recherches de Chanderbos sur la possibilité de rendre la vue par l'électricité. Sauf que ce bon Prosope, ce qu'il veut tout simplement, c'est dépasser les limites de l'humain, et il va donc nous créer un homme augmenté, puisque Jean Lebris ne récupère pas la vue. Sa vue est augmentée, magnifiée, elle est remplacée. Jean Lebris, il ne voit pas comme vous et moi, il voit tout d'un coup l'électricité, l'énergie magnétique et électrique qui émane des individus.
Et le pauvre Jean Lebris, quand il se réveille dans son lit, au lieu de voir les infirmiers qui sont en train de panser ses plaies, il voit des corps nerveux, ces fameux corps qui se composent d'électricité tout autour de lui. Et vous le voyez encore sur la couverture que je vous ai montrée, il voit des orbes. Et donc il découvre que tout autour de nous, en fait, ce ne sont pas les microbes qui nous heurtent et qui en fait, nous mènent à notre perte, ce sont ces orbes lumineuses qui nous rappellent aussi toutes les théories de Baraduc sur les forces immanentes, sur la force odique avec Reichenbach, etc., qui sont tout autour de nous. Donc vous voyez bien avec ce très court exemple que ce mythe du savant fou, du savant exalté, il va être extrêmement courant dans les récits d'imagination scientifique, aussi dans le merveilleux scientifique. Vous aurez quantité de savants qui, très souvent, ça va toucher effectivement, alors on ne parlait pas d'homme augmenté, ni de transhumanisme, ni de posthumanisme évidemment à l'époque, mais il faut bien se dire que le contexte scientifique était particulièrement propice à ça, puisque dans la vraie vie, on avait des savants déjà très curieux. Quand je pense à Alexis Carrel, notamment, ça vous le savez sans doute, qui beaucoup plus tard dans sa carrière tiendra des discours eugénistes particulièrement dangereux et qui est aussi le fruit d'une époque. Et il va notamment, lui, greffer une tête de chien sur un canidé vivant. Et il raconte à qui veut l'entendre qu'il a réussi à garder vivant ce chien pendant quelques jours. De même, Serge Voronoff, un autre savant très très curieux, lui, alors il va effectivement œuvrer dans une quantité de domaines, mais il est surtout connu pour avoir recommandé à toute personne qui est un peu en perte de vigueur de se faire greffer en fait un scrotum de singe, et ça permettrait de recouvrer une forme de jeunesse. Tout ça, c'est des recettes scientifiques extrêmement dangereuses qui sont censées vous permettre de regagner jouvence. Ça, c'est aussi une obsession de ces savants de l'époque. Ça touche souvent à la jeunesse, à la question de voir l'invisible, ça je le commenterai un petit peu plus tard, à la question aussi de créer la vie. Et vous voyez bien, on parlait un petit peu plus tôt du Frankenstein de Mary Shelley, effectivement cette idée que le savant serait l'égal de Dieu, et bien très souvent ça va le mener à sa perte dans les différents récits, puisque très souvent il va tout simplement disparaître, être annihilé par sa création. Il y a aussi, il me semble, dans tous ces romans qui sont devant moi et bien d'autres, la question du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Est-ce que ça peut toucher au minéral? Est-ce que ça peut toucher à l'inerte? Est-ce que c'est un vivant sexué? Est-ce que c'est un vivant qui peut se reproduire? Voilà, tout ça, c'est des questions qui seront vraiment constitutives en fait, de toutes ces propositions littéraires. Et de fait, cette question du savant zélé, effectivement, elle va être extrêmement récurrente. Alors effectivement, il n'y a pas que le savant fou dans l'imaginaire merveilleux scientifique, il y a quantité de thèmes qui sont récurrents. Je vous avais parlé en tout début notamment des extraterrestres. Alors ça, vous l'avez notamment chez Gustave Le Rouge, qui était surnommé à l'époque le Jules Verne des midinettes. Vous voyez qu'il était apprécié par certains, un peu déprécié par d'autres. Et ce bon Gustave Le Rouge, il va nous raconter dans Le Prisonnier de la planète Mars, un roman qui est publié en 1908, que Robert Darvel crée une machine très étrange, un condensateur des énergies animiques, qui lui permet en vérité, par la canalisation de la force psychique qui émane de milliers de fakirs devant lui, d'alimenter une bonbonne. Et cette bonbonne qui contient toute cette énergie psychique, elle est amplifiée de sorte à pouvoir faire léviter une espèce de... On dit que c'est une olive, on va dire que c'est une petite fusée, un élément, en fait, un petit vaisseau qui lui permet de monter jusque sur Mars. Et vous voyez dès lors qu'on est bien très loin de Verne. Il ne s'agit pas d'être envoyé comme un boulet vers la Lune, il s'agit d'être à bord d'un vaisseau qui lévite jusque sur Mars, où Robert Darvel va se confronter à quantité d'extraterrestres. Et je fais là une parenthèse qui me semble assez heureuse, puisque je voulais rappeler un petit peu plus tôt, quand je répondais aux questions, que le merveilleux scientifique se caractérise assurément par sa perméabilité avec toutes les sciences, fausses sciences et la métapsychie du début du XXe. Il faut bien vous replacer dans une époque où des savants comme Pierre et Marie Curie, des savants comme Charles Richet, des savants comme Camille Flammarion, des savants pourtant sérieux, se rendaient à des séances de table tournante, essayaient de parler avec les morts, essayaient de prendre en photo leurs pensées. Ce n'est pas tant qu'on y croyait, c'est pas une forme de crédulité. Il faut vraiment se dire qu'on est à une époque où tout d'un coup, en 1895, on a un tournant anthropologique qui est sans pareil, où tout d'un coup, on développe... Alors là, on pourrait bien débattre de cela, puisque je vais vous dire, on développe la cinématographie. Mais évidemment, la cinématographie, elle était en germe dans tout ce qu'on appelle le pré-cinéma, le cinéma des premiers temps, le cinéma des attractions, avec notamment les lampascopes, les lanternes magiques, etc. etc. Mais de fait, vous allez avoir en 1895 non seulement la cinématographie, et surtout le développement de la radiographie. Et il faut bien se remettre à une époque où c'est absolument déroutant et complètement fou.
on est capable de voir au travers de votre corps, de vous montrer votre squelette en train de s'animer en même temps que vous effectuez les mouvements. Et surtout, toutes ces découvertes prodigieuses, elles vont être diffusées notamment sur les champs de foire. Elles ne sont pas réservées à une élite scientifique. Elles sont vulgarisées dans les différentes revues, la nature, la science illustrée, Je sais tout, Lecture pour tous, que je vous évoquais un peu plus tôt, mais elles sont surtout présentes sur les champs de foire et on peut aller pour quelques sous voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut voir notre squelette. Donc ce sont vraiment effectivement ça crée un tournant, un paradigme, on peut utiliser différents termes, une nouvelle épistémie qui nous ouvre à la possibilité qui ferait que la science repousse sans cesse les limites du connu. Et Maurice Renard nous dit très bien dans son texte manifeste, peut-être que tout ce qu'il dit dans ses romans et tout ce qui est présenté par ses pairs, ce n'est en vérité que de la science non encore comprise, non encore expliquée. Donc peut-être que notre bon Robert Darvel, qui va sur Mars en utilisant l'énergie psychique pour faire léviter le bolide, alors, il faut savoir, là j'ai été bien gentil parce qu'en vérité Robert Darvel est envoyé de force par un méchant fakir, donc bon, il n'était pas forcément un cobaye volontaire, mais voilà, toujours est-il qu'il flotte par le pouvoir psychique d'une machine qui lui permet de léviter jusque sur Mars, eh bien Maurice Renard et les pairs nous disent peut-être que ça, c'est de la science qui sera réalisée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais attention, Maurice Renard nous dit bien dans un texte de 1925 qui s'appelle Anticipation, le but de ces romans, ce n'est pas du tout d'imaginer le futur. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le terme science-fiction m'embête un peu, parce que ça pourrait nous donner à croire que ces romanciers étaient des prophètes, ou tout au moins des visionnaires, et qu'ils cherchaient à l'être. Ben non, pas vraiment. Et je le répète, ils voulaient plutôt arracher les lecteurs, les rendre étrangers, en fait, autant qu'il leur était présent, de sorte à ce qu'ils regardent différemment le monde qui leur est connu. Et Maurice Renard, et bien d'autres auteurs ici, multiplient les métaphores qui permettent de donner chair à cette ambition du romancier. Il nous dit par exemple, mon lecteur, quand il prend un roman merveilleux scientifique, c'est comme s'il faisait le poirier. Il voit toujours le monde réel, mais il le voit à l'envers. De même, quand je veux reproduire le monde qui est autour de moi, c'est comme si j'étais face à un aquarium. Mais l'aquarium, précisément, c'est un dispositif optique qui me permet d'être dessus, à côté, en dessous, et quand je vois un canard qui flotte, je peux le regarder sous des angles différents. Et bien, un récit qui est très exemplaire de cela, eh bien, il est sans couverture, c'est bien dommage. C'est ici une traduction allemande du Péril bleu de Maurice Renard, ce fameux texte publié, alors on n'est pas certain, fin 1911, début 1912. Dans ce texte, Maurice Renard nous raconte que dans le budget, il y a des humains qui sont kidnappés, emmenés par les servants qui sont des extraterrestres au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et vous voyez bien que là, ça nous amène à une expérience de relativisme, ça nous arrache à notre anthropocentrisme. Les hommes ne sont plus le centre de l'univers, ils peuvent être à tout moment pêchés comme le seraient de vulgaires poissons dans une mare. Et c'est bien cette expérience de pensée sans cesse qu'essayent de nous proposer les auteurs, les romanciers, les feuilletonistes de merveilles scientifiques. Ils nous arrachent un peu au confort de notre temps présent pour le regarder sous un angle différent. Et je vous l'ai dit, Maurice Renard parle de poirier, il parle effectivement d'aquarium, il va parler aussi de lanterne, puisque quand vous projetez, grâce à l'aide de plaques de verre des images, vous les projetez sur le monde connu, et ça se superpose à la réalité. Donc je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, sachez que c'était vraiment une des ambitions très fortes, et même un programme, en fait, un programme d'écriture pour ces différents romanciers, de donner à voir le monde. S'il y a une modification, alors qu'est-ce que ça donne ? Et il faut aussi se remémorer le fait que ces romans, dans la plupart essayent vraiment d'épouser une mise en forme extrêmement crédible et raisonnable. Maurice Renard, dans son manifeste, il donne la recette romanesque parfaite pour écrire des romans merveilleux scientifiques. Il ne s'agit pas de distiller à tout va de l'innovation scientifique, technologique, rentrer dans des délires, etc. Mais pas du tout. En vérité, c'est le monde présent du lecteur. Et dans ce monde présent, on altère une toute petite loi physique, chimique, biologique, et c'est grâce à cette modification que l'intrigue, en fait, se développe de manière extrêmement rigoureuse, de manière tout à fait crédible. Et c'est pour cela que le lecteur se sent à la fois familier de cet univers, mais je le disais, légèrement déterritorialisé. Il se sent légèrement arraché au confort de sa réalité pour mieux penser le monde dans lequel il est. Et c'est peut-être pour ça, précisément, que Maurice Renard affectionnait tant Rosny Aîné.
Rogner né dans La Force mystérieuse, un texte de 1914 sur lequel Maurice Renard aura de nombreuses remarques, il va consacrer un article vraiment à ce texte. Et ben dans ce texte, en fait, c'est un événement, excusez-moi, astronomique, très curieux, qui va en fait causer une modification. Alors, dans mon souvenir, c'est atmosphérique, mais j'espère ne pas me tromper, mais tout au moins cette modification va créer sur Terre à la fois des crises de folie, des crises de carnivorisme, une forme de vie en cohésion, en symbiose entre les humains, avant de tout simplement disparaître. Et on voit bien que quand dans ce roman, on n'a pas besoin d'extrapoler à tout va. C'est cette modification d'une loi physique, chimique, biologique, mais unique, qui fait qu'on reste dans un récit extrêmement crédible. Et c'est peut-être, encore une fois, je le rabâche encore, mais c'est peut-être pourquoi le merveilleux scientifique, il me semble qu'on gagne beaucoup à tout simplement l'approcher en regardant aussi quelles pouvaient être les autres influences littéraires, puisque précisément Émile Zola, tout de même, il me semble que quand il nous parle de roman expérimental qui dérive lui-même des travaux de Claude Bernard, eh bien il y a quelque chose de cela. Puisque quand Émile Zola nous dit « je veux observer l'influence du milieu, de l'atavisme sur les personnages, et puisque dans le monde réel, je ne peux pas déplacer quelqu'un, le mettre dans un milieu bourgeois et comparer avec un autre milieu, je ne peux pas lui briser une jambe, je ne peux pas lui faire avoir une maladie et voir ce qu'il adviendra dans la suite de sa vie », eh bien le romancier, il le peut. Et précisément, il me semble que de fait, chacun des romans et feuilletons merveilleux scientifiques, peut-être pas tous, on pourrait évidemment nuancer en disant que certains se réclament davantage d'autres auteurs comme Maurice Champagne, Paul Divoye, davantage de vulgarisation évidemment. Mais le nerf de la guerre, le noyau dur, eh bien ce sont vraiment des auteurs qui vont tenter de faire du roman merveilleux scientifique un laboratoire de pensée. Et c'est pour cela que ces romans sont effectivement riches pour les lecteurs, et les lecteurs même contemporains, les lecteurs futurs, puisqu'il y a là effectivement une espèce d'immersion totale dans une expérience, d'une expérience en train de se faire et qui se déroule, je le dis encore, de manière extrêmement crédible tout au long du récit.